Dans les 8 premières vidéos de cette série, alors 8 vidéos, 9 avec le résumé, je me suis efforcé de présenter la démarche géopolitique, la façon dont elle s'est construite et a évolué. Avant d'entrer dans le XXe siècle, en commençant évidemment par ses débuts, je voudrais proposer une vision globale de ce siècle, une chronologie, en adoptant le point de vue de la géopolitique. C'est-à-dire comment au cours du XXe siècle, le rapport de force entre les principales puissances a modifié l'organisation du monde. Pour cela, j'utiliserai une frise chronologique et je proposerai un découpage du siècle en grandes périodes, périodes caractérisées par une organisation géopolitique particulière. Ces deux méthodes, frise chronologique et découpage de l'histoire en périodes, ne sont pas du tout à la mode pédagogique actuelle. Alors je m'en soucie fort peu de cette mode parce que je l'ai longtemps côtoyée lorsque j'enseignais au lycée et je sais ce qu'elle vaut. D'autre part, je ne me reconnais pas dans la caricature qui est faite parfois de ces deux méthodes pédagogiques. Une frise chronologique permet de fixer des repères, de visualiser leur position les uns par rapport aux autres. Elle ne suggère en rien que l'enchaînement des événements serait automatique et aboutirait obligatoirement au résultat qui se trouve à droite de la frise. Quant au découpage de l'histoire en périodes, il est évidemment subjectif et contestable, on peut toujours en proposer un autre, mais il est à mon sens pédagogiquement indispensable à partir du moment où l'on définit la cohérence de l'ensemble d'années que l'on regroupe à l'intérieur d'une période. Et puis, bien sûr, ce découpage se situe à plusieurs niveaux. On peut faire un découpage par siècle si l'on définit une cohérence interne au XIXe ou au XXe siècle, et puis un découpage plus précis par période de quelques décennies, à condition de définir la cohérence de chaque période. Enfin, il est évident qu'on ne passe pas brutalement d'une période à une autre. Il y a presque toujours entre deux périodes une zone floue et agitée où l'ancien disparaît pendant que le nouveau se met en place. Ces bonnes choses étant dites, quand commence notre XXe siècle? Comment délimiter les siècles? Certainement pas avec les dates rondes 1800, 1900, 2000. Bon. Si l'on regarde la carte de l'Europe en 1895, et puis de nouveau la carte en 1905, 10 ans plus tard, après avoir franchi la barrière fatidique de 1900, eh bien, on ne voit pas vraiment la différence. Si quand même, la Norvège s'est séparée à l'amiable de la Suède et est devenue un État indépendant. Mais à part cela, la carte de l'Europe est exactement la même. Par contre, si l'on compare la carte de 1910 avec celle de 1920, donc le même écart de 10 ans, alors là, tout a changé. Au cœur de l'Europe, l'affaiblissement de l'Allemagne, l'effondrement de la Russie tsariste, la disparition de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire ottoman ont totalement bouleversé la carte de l'Europe. Parce qu'au milieu de cet espace de 10 ans, il y a eu ce que les contemporains ont appelé la Grande Guerre et qui a marqué la véritable entrée dans le XXe siècle. Lorsqu'on dit tourner quelques pages, il y a là une expression qui résume bien la question du passage d'un siècle à l'autre. Pour ce qui concerne le XIXe siècle, on le fait commencer en général non pas en 1800, mais en 1815. Et cette fois, la tornade, elle s'appelle Révolution française et elle a tourné bien des pages. Première page qui est tournée, c'est celle de l'ancien monde politique. La monarchie absolue est morte en France en 1789 et en 1815, elle ne revient pas, du moins en France.
Dans le reste de l'Europe, elle dépérit dans le courant du siècle, et à la fin du siècle, c'est plutôt le droit des nations qui l'a emporté. Autre page qui est tournée en 1815, avec la défaite de Napoléon, c'est la fin de la dernière tentative d'hégémonie française sur le continent. La place est libre pour l'hégémonie anglaise, très différente parce qu'elle est beaucoup plus tournée vers le grand large et elle ne tente pas de dominer le continent, elle se contente de veiller au respect de l'équilibre entre les puissances sur le continent. Et cette domination anglaise, qui est l'une des caractéristiques essentielles du XIXe siècle, elle est portée par un autre bouleversement qui est déjà à l'œuvre à la fin du XVIIIe siècle, mais qui peut à présent s'épanouir, c'est la révolution industrielle. Donc le XIXe siècle commence bien en 1815. Pourtant, nul ne prétend que le XVIIIe siècle se poursuive jusqu'en 1814. En effet, entre deux siècles marqués par des caractéristiques très différentes, il y a parfois un entre-deux, un moment où se détruit ce qui doit disparaître de l'ancien monde et s'annonce ce qui doit advenir du nouveau monde, du monde d'après, donc dirait-on. Donc entre le XVIIIe et le XIXe siècle, cet entre-deux, il dure à peu près un quart de siècle. Il s'appelle Révolution et Empire, 1789-1815. Et j'insiste là-dessus parce que nous retrouverons cette notion d'entre-deux dans la présentation du XXe siècle. De ce XXe siècle, qui commence en 1914 et qui n'est pas encore terminé en 2000, on propose ici une approche géopolitique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, tout simplement que l'histoire de ce siècle, c'est très largement l'histoire des rapports de force entre les principaux acteurs et aussi de la façon dont ils s'inscrivent dans l'espace, dont ils organisent l'espace, c'est-à-dire ce sont des rapports de force que l'on peut cartographier. Évidemment, cette cartographie, elle évolue au cours du siècle, mais si l'on essaie de repérer les moments où il y a une organisation stable et représentative d'un rapport de force durable dans le monde, eh bien, il faut s'intéresser tout particulièrement à trois moments et à leur cartographie. Premier État du monde, avant 1914, le moment où la domination européenne sur le monde arrive à son apogée. Donc un monde que l'on peut considérer comme unipolaire, totalement dominé par l'Europe, organisé et dirigé par l'Europe. Deuxième État du monde, installé au milieu des années 1950, le monde réorganisé après la guerre mondiale autour de la domination des États-Unis qui remplace la domination de l'Europe. Mais une domination américaine qui est contestée par l'Union soviétique et le camp socialiste. C'est le temps du monde bipolaire, de l'endiguement du communisme et de la guerre froide. Enfin, troisième état du monde qui nous amène au temps présent, après les grands soubresauts qui nous ont fait changer d'époque, 1989, la fin du communisme, 2001, l'explosion du terrorisme, 2008, la crise financière et 2020, la crise sanitaire et écologique. Un monde qui n'a plus de leader unique, qui n'a pas accepté la domination universelle des États-Unis, donc un monde multipolaire avec de multiples pôles de puissance et un monde qui aborde les défis du nouveau siècle plus dans une posture de confrontation que dans une posture de coopération. Alors si on voulait être un tout petit peu pessimiste, on pourrait dire le temps du désordre multipolaire. Il est bien évident qu'on ne passe pas d'un état du monde à l'autre rapidement et simplement. Il y faut toujours du temps et des soubresauts. Il y a toujours une sorte d'entre-deux qui est souvent le temps des illusions. On en voit très nettement deux ici. Le premier de ces entre-deux,
C'est entre les deux guerres mondiales, le temps de l'illusion du retour à la normale. L'illusion, c'est celle du retour à un ordre mondial à peu près identique à celui d'avant 1914. Après la défaite de l'Allemagne, le retrait des États-Unis, eh bien, les vieilles puissances que sont la France et l'Angleterre continueront à être les guides des affaires mondiales. Sur le papier, ces deux puissances ont même renforcé leur position en s'emparant des colonies allemandes et en se partageant une partie de l'Empire ottoman. C'est oublier que l'Europe n'a plus du tout la même puissance qu'avant 1914. Sa puissance financière s'est évaporée, également sa capacité d'émigration après la saignée de la guerre. Et puis un bon morceau de l'Europe est passé à autre chose qu'à la défense de l'ordre européen ancien. C'est la Russie communiste. Alors, dans ces conditions, l'Europe va surtout faire semblant de continuer à diriger les affaires mondiales et il faudra, alors pour balayer cet ordre ancien qui ne tient plus debout, il faudra deux grandes catastrophes, la crise économique des années 30 et puis la Seconde Guerre mondiale, pour balayer tout cela et pour reconstruire en 1945, à partir de 1945, un ordre nouveau dans lequel les questions fondamentales seront réglées, pour le moment, une Allemagne qui accepte sa défaite et des États-Unis qui acceptent de jouer un rôle mondial. Second entre-deux, que l'on repère facilement sur cette chronologie, celui qui suit la chute du bloc communiste de 1989 à 1991. C'est aussi une période d'illusion, illusion de ce qu'on a appelé la fin de l'histoire, pour reprendre le titre du livre de Francis Fukuyama, livre que très peu de gens ont lu, mais dont on connaît en gros la thèse. Les grands affrontements idéologiques du passé sur l'avenir de l'humanité sont révolus, puisque tout le monde s'est rallié au double modèle représenté par la démocratie libérale et l'économie de marché. En gros, le capitalisme, pour appeler les choses par leur nom. Donc l'illusion d'un monde unipolaire, non pas dominé par les États-Unis, mais arbitré par l'ONU, sous la houlette bienveillante des États-Unis. Alors il y avait là, bien sûr, une illusion qui s'est dissipée, mais pas du jour au lendemain, au fil des années, avec les coups de boutoir puissants que nous avons déjà évoqués. 2001 et les attentats du 11 septembre, des forces idéologiques puissantes refusent le modèle américain. 2008 et la crise financière, la merveilleuse économie libérale peut conduire l'humanité dans le mur plutôt qu'au paradis. Et 2020, la crise sanitaire et au-delà la crise écologique, l'avenir radieux que promettait jusque-là la croissance illimitée n'est plus du tout assuré. Et c'est donc bien l'image d'un monde multipolaire et brutal qui s'impose face aux nouveaux défis. Voici donc le cadre chronologique général que l'on peut proposer pour l'étude de ce long XXe siècle. Avant 1914, le temps du monde unipolaire européen. De la guerre de 1914 à la guerre mondiale de 1939-45, l'illusion du retour à la normale. Illusion balayée à la fois par la crise mondiale des années 30, puis par la guerre mondiale. À partir de 1945, mise en place d'un monde bipolaire autour de la rivalité États-Unis-camp socialiste, monde bipolaire très vite remis en cause, en particulier par la montée de ce qu'on a appelé le tiers-monde, mais qui ne disparaît vraiment qu'au grand tournant de 1989-91, avec l'effondrement du camp socialiste européen.
De 1990 au début des années 2000, l'illusion de nouveau d'un monde unipolaire, unifié autour des valeurs de l'Occident. Illusion qui se dissipe au début du XXIe siècle et qui est remplacée par la réalité d'un désordre multipolaire, d'un monde à la fois plus éclaté et plus brutal. Il n'aura échappé à personne que cette chronologie est construite essentiellement autour des rapports de force entre les grandes puissances. Ce qui est normal puisque nous avons choisi une approche géopolitique de ce long XXe siècle. Mais il est bien évident que la vie de l'humanité ne se résume pas à cela, et que même si l'on veut rester centré sur la géopolitique, il faut bien prendre en compte d'autres facteurs, en particulier le plus important, la façon dont l'humanité se procure ses moyens d'existence, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'économie. Pour évoquer l'économie du XXe siècle, il faut élargir notre point de vue au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Pourquoi faire? Pour souligner que le XXe siècle a été dans l'histoire de l'humanité une période d'enrichissement extraordinaire et sans précédent. Les historiens de l'économie, spécialistes de la statistique, sont capables de reconstituer l'évolution du produit intérieur brut mondial sur pratiquement 2 millénaires. C'est en particulier ce qu'a fait Angus Maddison pour cet ouvrage qui a été publié pour l'OCDE en 2003. Dans cet ouvrage, Madison nous donne des chiffres dont la précision peut parfois prêter à sourire. Lorsqu'on nous dit qu'en 1700, l'Europe occidentale avait un produit intérieur brut par habitant de 993 $, des dollars constants de 1990, bon, il y a là une précision qui prête un peu à sourire. Bon. Mais ceci dit, les ordres de grandeur qui sont dégagés par la statistique historique sont absolument incontestables. Que nous disent ces statistiques? Que la production de richesses par l'humanité n'a connu qu'une croissance très faible pendant des siècles et des siècles, en gros jusqu'au XVIIIe siècle, que cette croissance décolle au XIXe siècle, puis explose littéralement au XXe siècle. D'abord limitée à l'Occident, puis s'étendant au monde entier, en particulier par l'intermédiaire de l'Asie. Et le rythme est tel que l'on peut douter d'ailleurs que cet enrichissement se poursuive au même rythme au XXIe siècle. Mais ce n'est pas pour l'instant notre propos. Si nous considérons cette croissance économique au XXe siècle, c'est quelque chose de différent de l'évolution géopolitique que nous avons présentée précédemment, mais ça n'est évidemment pas sans rapport. Et en particulier les grandes ruptures que nous avons déjà repérées, eh bien ces grandes ruptures, elles sont pertinentes également pour l'évolution économique. Dans les décennies qui précèdent 1914, c'est ce qu'on a appelé la Belle Époque. Nom évidemment forgé après la guerre et en enjolivant le passé. Mais tout de même, il y avait en Europe et en Amérique du Nord l'évidence d'un progrès matériel très important, résultat d'un siècle de révolution industrielle. Et puis il y avait aussi l'espérance d'un avenir meilleur, promis par la nouvelle vague d'innovation de la fin du siècle, autour du pétrole, de l'électricité, de la chimie, l'automobile, l'aviation, le cinématographe, bref, une période d'optimisme. Pour le fonctionnement de cette économie d'avant 1914, ce qui l'emporte incontestablement, c'est le libéralisme. L'idée que le capitalisme fonctionne très bien tout seul et que l'État doit s'en mêler le moins possible. Alors bien sûr, il y a déjà un courant socialiste, mais il n'a encore triomphé nulle part, ni comme courant révolutionnaire, ni comme courant réformiste. Cet optimisme de la Belle Époque vient se fracasser en 1914 sur la guerre. Pendant la guerre, il n'y a pas effondrement de l'économie,
mais une production totalement mise au service de la guerre et donc dirigée par l'État. Après la guerre, il y a, pour l'économie comme pour la géopolitique, l'illusion du retour à la normale. La paix et la reconstruction aidant, la croissance, la merveilleuse croissance va revenir. Et elle revient effectivement provisoirement. C'est ce qu'on a appelé les années folles. Et lorsque la crise survient en 1929, le problème n'est pas qu'il y ait une crise, il y en a tout le temps dans l'histoire du capitalisme. Le problème, c'est que celle-ci devient mondiale, incontrôlable et cataclysmique, parce qu'il n'y a plus personne pour gérer l'ordre mondial. Alors il faut cette crise et la guerre mondiale qui suit pour achever de balayer ce qui restait de l'ordre d'avant 1914. Après 1945 se met en place le monde bipolaire et l'on a à l'ouest une période de formidable croissance, les Trente Glorieuses, mais cette fois solidement organisée autour du leadership des États-Unis. Ce capitalisme fonctionne différemment avec un rôle nouveau et croissant de l'État, non pas un étatisme, mais une régulation par l'État, un État qui a tiré les leçons de la faillite du libéralisme dans les années 30. Ce nouveau capitalisme triomphant est cependant soumis à la concurrence d'une économie socialiste qui ne semble pas du tout promise à la faillite, qui remporte même de beaux succès, qui semble remporter de beaux succès, et qui est prise comme modèle par les nouveaux États du tiers-monde qui cherchent la voie de la modernisation. Trente Glorieuses est une expression créée par Jean Fourastier en 1979. Les Trente Glorieuses commencent en 1945, donc se terminent en 1975. En fait, le véritable tournant, c'est deux dates, les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, qui marquent la fin de l'énergie à bon marché et donc le début des difficultés. Mais le capitalisme a la vie dure et à partir des années 1980, il va totalement se réinventer dans un contexte nouveau, marqué par la disparition du socialisme, le retour en force du libéralisme, la mondialisation à outrance et l'essor des nouvelles technologies. On peut compléter cette chronologie d'introduction avec un troisième volet, celui de l'idéologie. C'est-à-dire non plus seulement la façon dont les peuples vivent, mais la façon dont ils voient et jugent ce qu'ils vivent. Et bien sûr, on va constater des évolutions qui ont un rapport, pas automatique bien sûr, mais un rapport tout de même avec les évolutions géopolitiques et économiques. Jusqu'en 1914, on a une hégémonie européenne sur le monde des idées. De la même façon que l'Europe domine le monde, l'idéologie européenne domine la façon de voir et de juger le monde, de penser le présent et d'envisager l'avenir. Alors, bien sûr, l'idéologie européenne n'est pas seule au monde. Les grandes aires de civilisation dans lesquelles naissent les idéologies, telles qu'elles existent aujourd'hui, elles existaient déjà, bien sûr, en 1914 et elles existaient depuis très longtemps. En 1914, sur cette carte qui montre les territoires dépendants de l'Europe, on voit bien sûr l'ère de la pensée occidentale avec ses extensions récentes vers l'Amérique, l'Afrique du Sud, l'Australie. Mais cela n'a pas fait disparaître les autres aires de civilisation, l'ère russo-orthodoxe, l'ère latino-américaine, l'ère chinoise ou plus précisément sinisée, l'ère indienne ou plus précisément indianisée, l'ère musulmane et l'ère africaine. Cependant, l'idéologie occidentale occupe une place particulière parce qu'elle est portée par une Europe qui représente à la fois la puissance et le progrès.
Il y a là un optimisme européen qui va séduire tous ceux qui, dans le monde, cherchent la voie du progrès pour leur propre peuple. Et les autres cultures sont dévalorisées parce qu'elles semblent représentatives d'un passé révolu. On peut ajouter enfin que cette idéologie européenne, constituée bien sûr de courants très divers, est en fait relativement homogène, la plupart des courants communiant autour de l'idée de progrès, progrès matériel et moral de l'humanité, dont bien sûr l'Europe a trouvé le secret. Alors il existe aussi une dissidence socialiste dans cette idéologie européenne, mais ce n'est pas vraiment une dissidence, plutôt une avant-garde de ceux qui veulent aller plus loin et plus vite, une avant-garde de cette armée d'idéologues européens qui veulent conduire l'humanité sur la voie du progrès. Évidemment, la guerre de 1914 va représenter un choc pour cet optimisme européen. On pensait que l'avenir c'était le progrès matériel et moral, et voilà que le présent c'est la grande boucherie. Évidemment, ça fait un choc. Ce choc ne fait pas émerger de nouveaux courants idéologiques venus d'autres continents que l'Europe. Par contre, il va fracturer l'idéologie politique européenne et il va la fracturer en trois courants, cette fois bien distincts. Ceux qui veulent toujours se réclamer du vieil optimisme européen, celui des Lumières. Ceux-là vont continuer de défendre la forme politique qui a été construite au XIXe siècle sur la base des Lumières et qui est la démocratie. Mais il y a un autre courant issu du socialisme qui considère que l'acceptation de la guerre en 1914 a été une trahison de l'idéal des Lumières. Il faut non seulement retrouver cet idéal, mais le dépasser pour aller vers une société vraiment émancipatrice. Ceux-là, désormais, se reconnaîtront dans le communisme. Enfin, il y a ceux qui pensent que la promesse des Lumières n'était qu'une escroquerie. Il faut la rejeter pour retrouver des formes plus primitives d'idéal et de passion pour les peuples, des formes qui s'appuient sur l'instinct, la violence, la nation et pourquoi pas la race. Ceux-là se reconnaîtront dans le fascisme. L'hostilité fondamentale entre ces trois courants de pensée conduit à des alliances et des retournements d'alliances parfois spectaculaires, jusqu'à ce que se constitue dans la guerre mondiale, du moins à partir de 1942, ce qu'on a appelé la Grande Alliance, l'alliance de la démocratie et du communisme contre le fascisme, Grande Alliance qui, comme chacun sait, l'emporte en 1945. Après 1945, alors que s'installe le monde bipolaire, la grande alliance des idées se disloque pour laisser la place à une guerre froide idéologique entre la pensée libérale issue des Lumières et le marxisme. Les courants de pensée, évidemment, sont très divers, mais tous ceux qui comptent se rapportent, d'une façon ou d'une autre, à l'une de ces deux familles. Cette guerre froide idéologique est encore en place lorsque survient en 1979 un événement considérable, la révolution en Iran. Alors, événement politique, mais qui a aussi une dimension idéologique immense. En effet, c'est la première révolution de l'époque contemporaine qui ne se réclame pas d'une idéologie européenne, puisque très vite, cette révolution se définit comme islamique, rejetant à la fois l'Est et l'Ouest. Et lorsque, en 1989-91, la chute du communisme fait logiquement pâlir l'étoile du marxisme, ce qui reste, ce n'est pas le triomphe de la pensée libérale occidentale. Ce qui reste, c'est d'une part la confrontation entre les civilisations et d'autre part des doutes de plus en plus sérieux sur l'avenir radieux que la pensée occidentale promettait à l'humanité depuis le XVIIIe siècle.
confrontation entre les civilisations. Il y a aujourd'hui dans le monde trois forces puissantes ancrées dans des cultures qui ne sont pas du tout des cultures européennes. Le nationalisme chinois, le nationalisme indien, ou plutôt devrait-on dire le nationalisme hindou, au pouvoir depuis 2014, et enfin sous ses diverses formes, l'islamisme radical. Doute sur l'avenir radieux promis par le progrès, la grande idée de la pensée occidentale. C'est en 1972, il y a près de 50 ans, que le Club de Rome avait tiré la sonnette d'alarme, affirmant que notre modèle de croissance allait à la catastrophe parce qu'il devenait physiquement insupportable pour la planète. Alors un demi-siècle plus tard, on ne peut pas dire que tout le monde se soit rallié à ces conclusions, mais petit à petit s'est imposée l'idée qu'il y avait là un vrai problème et qu'on n'échapperait pas, quelle que soit l'inventivité de l'humanité, on n'échapperait pas aux conséquences du changement climatique et de l'épuisement des ressources naturelles. En un mot, l'avenir n'est plus ce qu'il était.